Merci de vous asseoir. On va enchaîner avec la deuxième conférence, toujours évidemment consacrée à l'univers de l'événement et du tourisme d'affaires. Merci de vous asseoir. On va sur cette conférence, comme avec Gérard, on va prendre 40-45 minutes sur cette thématique du voyage. Donc le voyage devient événement. Motivation en interne, incentive pour les forces de vente, pour des réseaux, voyages d'études, congrès. Quelle est aujourd'hui vraiment la place du voyage dans les dispositifs événementiels d'une entreprise? Quelle stratégie pour quel objectif? Comment les agences et les entreprises s'adaptent-elles aux nouvelles contraintes? On les a vu, les contraintes liées à la crise, les contraintes liées à la sécurité notamment. C'était évidemment très prégnant ces derniers mois. Pour parler de ces sujets et pour répondre à ces questions, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui, donc sur ma gauche, Olivier Renaud. Vous êtes à la fois le patron de Shaikana, une agence bien connue dans le secteur, et puis en même temps représentant évidemment de l'ANAE. Vous faites partie évidemment de cette association. Et puis sur ma droite, ça dépend où je me place, mais voilà, on va dire en face de nous, alors ça n'est pas Michel Foreau, pour tous ceux qui le connaissent, c'est François Perruche. François Perruche qui est un observateur avisé du métier, qui est directeur des rédactions, de la rédaction de Meet and Travel Mag. La rédaction, ça suffit? Bon, ça suffira. Donc un nouveau, on peut dire un nouveau magazine sur le secteur, puisque vous avez combien de temps d'ancienneté? 18 mois. 18 mois, donc ça reste encore très récent, mais avec des grands professionnels de ce secteur, puisqu'en effet, il y a aussi Michel Foreau qui en fait partie. Messieurs, j'aimerais qu'on démarre tout de suite par un problème de sémantique. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de tourisme d'affaires. Est-ce que, Olivier, ce terme tourisme d'affaires convient toujours à la réalité vraiment du secteur ou pas? Et qu'on puisse un peu définir les périmètres, ce serait bien. Si je devais avoir une réponse franche et tranchée, je dirais non. Clairement, non. C'est pas forcément gênant, mais c'est vrai que le tourisme d'affaires, derrière tourisme d'affaires, alors il faut savoir que le tourisme d'affaires, la définition exacte, c'est de faire un voyage, un hébergement, un déplacement avec un but professionnel. Alors aujourd'hui, c'est mélangé avec l'incentive, c'est partie du tourisme d'affaires, le voyage d'affaires, c'est encore une autre partie qui ne fait pas du tout partie du tourisme d'affaires. L'événement aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire qu'il fait partie du voyage? Parce que qu'est-ce que c'est le voyage, si ce n'est un événement, en tout cas tel que les agences comme nous à l'ANAE et tous nos confrères le conçoivent. Donc effectivement, dans le tourisme d'affaires, il y a ce problème de sémantique qui pousse même nos politiques à méconnaître encore plus ce métier, à vouloir, parce que je crois que Michel d'ailleurs l'abordera peut-être dans la conférence d'après, veulent taxer en avantage en nature maintenant le tourisme d'affaires. Vous voyez où est-ce qu'on en est, donc quelque chose qui amènerait la profession vraiment dans une voie qui n'est pas à suivre et qui non seulement nous mettrait les bâtons dans les roues à nous, mais aussi à nos clients. Donc vraiment pour répondre clairement à la question, le tourisme d'affaires aujourd'hui c'est un petit peu galvaudé. Oui, c'est un petit peu galvaudé. Vous aimeriez que ce terme disparaisse. C'est vrai que derrière ce terme tourisme d'affaires, il y a toujours des notions de festif, de distraction. C'est pareil, ça ne correspond plus vraiment à la réalité du secteur. Alors, il ne faut pas l'abandonner parce que ça fait toujours partie pour certains projets. On a toujours besoin, et je crois qu'on a tous besoin d'avoir des festifs un peu ludiques. Mais aujourd'hui, non, ça ne convient pas parce que dans le tourisme d'affaires, vous n'avez pas la dimension de communication qu'aujourd'hui on apporte dans le métier et notamment dans le tourisme d'affaires. À Bordeaux, à Châtelain, on fait aussi bien l'événement que le tourisme d'affaires. Mais c'est vrai que aujourd'hui, le tourisme d'affaires, c'est d'aller monter un congrès ailleurs qu'à Paris, quelque part en France, dans les hôtels de Lucien Barrière ou à l'étranger, à Marrakech, Tunisie, etc. Voilà, mais derrière, ce qui importe, c'est l'acte de communication. Le tourisme d'affaires, ce que certains ont pu connaître, ce que j'ai vraiment connu au tout début, parce que ça fait 20 ans qu'on est dans le métier, le pur voyage où on va faire que du ludique et tout va jouer sur la beauté de l'hôtel, sur la beauté du lieu, etc.
ça n'existe plus. Il faut donner du sens. On en parlait tout à l'heure, on est dans la crise. Et maintenant, ils recherchent, les clients recherchent du sens. Donc, même dans le tourisme d'affaires, il faut du sens. Il faut une thématique, il faut les déclinaisons, les différentes les soirées de gala, les team building, tout ça doit avoir un sens, un fil rouge, un sens conducteur qui donne un sens à la problématique de communication du client. François Perruche, est-ce que vous êtes d'accord avec cette définition, avec ce problème de sémantique et de dire que justement le tourisme d'affaires ne correspondrait plus aujourd'hui vraiment à la réalité du marché? Totalement, parce que d'une part, et là pour le VNC, auparavant, il y avait une association française de tourisme d'affaires, elle s'est jointe à l'ANAE. Aujourd'hui, on ne parle plus que de l'ANAE, déjà. Le terme a un peu disparu. Et quant à nous, on a la preuve un peu ces derniers temps, puisqu'on marque en baseline de notre magazine, le magazine de la Meeting Industry. Bon, déjà, on a Meet and Travel Mag, Meeting Industry. Je concède que tout ça n'est pas très français, mais il s'agit d'un ensemble d'opérations ou d'une industrie, si on peut l'appeler comme ça, qui dit bien ce qu'elle veut dire, notamment lorsqu'on a affaire à des salons internationaux où ce terme de MICE est un peu barbare, mais là, si j'ai compris, de toujours. C'est François Perruche, c'est quoi un événement aujourd'hui? Quelle définition vous donneriez d'un événement aujourd'hui? Toujours pour rester sur ces idées sémantiques, histoire de vraiment bien préciser le périmètre. C'est tout le problème. Ouais. Qu'est-ce qu'un événement? Il y a 30 ans, il y avait des incentives qui consistaient à récompenser notamment les forces de vente, les commerciaux. Passer un bon moment dans un club méditerranéen, disons, ça crée des souvenirs, un album de photos et au retour, un rappel des bons moments passés ensemble. Mais il n'y avait pas ce qui se définit aujourd'hui l'événement, qui est un acte de communication, qui répond à une problématique spécifique d'une entreprise, sur une thématique avec des messages et en cohérence avec cette thématique. Et des messages surtout qui doivent durer dans le temps. C'est-à-dire qu'au retour de ce voyage, l'événement doit être symbolique d'une fédération des sportifs de l'entreprise et doit faire fédérer et rassembler et doit surtout très durer dans le temps. Alors là, il y a un terme, je pense qu'il est le plus compétent que moi, qui s'appelle la digitalisation, pour ça, qui sert beaucoup à... Oui, effectivement. Est-ce que vous pourriez rapprocher juste votre du menton, vous le mangez? Ouais, non, tu ne le manges pas, mais vous le mettez sur le menton, comme ça on entendra mieux. Voilà. Ok, non, c'est vrai que la digitalisation, c'est pas facile à dire, est un outil supplémentaire qui est donné aux agences de communication. Parce que c'est vrai que, pour revenir à ce qu'on disait, c'est vrai que l'événement aujourd'hui est un acte de communication. Donc, ce qui différencie de nos métiers, comme on le disait il y a 20-25 ans, c'était qu'on était un métier on était connu pour le métier de l'instant T. Aujourd'hui, on est connu pour produire des instants T, mais qu'on va faire vivre en amont et qu'on va surtout essayer de faire perdurer derrière, donc en aval et pendant, et de faire durer en politique de communication. Alors, nous, on s'occupe, moi je m'occupe vraiment que de la communication interne, donc nous, voilà, on essaie de faire perdurer nos moments T, qu'ils soient des voyages, qu'ils soient des événements. Ensuite, pendant toute l'année, avec les collaborateurs qui ont été visés par l'objectif de l'événement. Alors, si je comprends bien, Olivier Renaud, donc il y a en effet 20-25 ans, le voyage était juste un événement défini à un instant T. Et pas que ça, mais il était beaucoup plus qu'il est aujourd'hui. Il était beaucoup ça. Aujourd'hui, donc on vous demande d'inscrire le voyage vraiment dans la communication générale de l'entreprise, hein, c'est ça que je comprends, et que, évidemment, on va vous demander des conseils là-dessus. Donc vous n'intervenez plus uniquement sur, je dirais, la composition du voyage, mais vous êtes obligé là d'apporter une vraie valeur ajoutée dès lors que vous vous occupez de communication. Exactement, oui, je pense que c'est également une des grosses évolutions du métier, c'est cette notion de valeur ajoutée. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y a 25 ans, il n'y avait pas de valeur ajoutée, mais là où avant le client recherchait une expertise de destination, de bien connaître les réceptifs, de savoir
tout ce qu'on va pouvoir faire ouvrir sur le lieu, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire, quels sont les meilleurs prestataires pour faire les choses les plus incroyables. Aujourd'hui, ça ne suffit plus. Aujourd'hui, le client il vient avec une problématique de communication. Alors, encore une fois, moi je me traite que de l'interne, donc qui va être soit commercial, qui va être soit global, qui va être parce qu'on est dans des moments de fusion, de santé et sécurité, enfin on peut traiter vraiment plein de problématiques. Et là, donc, il a cette politique de communication. Et ce qu'ils attendent aujourd'hui, c'est du conseil. C'est-à-dire que on peut avoir des appels d'offres, on me dit, ben voilà, je projette d'emmener 100 personnes pendant 3 jours et demi à tel endroit. Et ben, ce qu'ils attendent aujourd'hui les clients, parfois, c'est de leur dire, c'est peut-être pas un voyage de 3 jours de nuit qu'il vous faut, puis peut-être pas l'endroit où vous voulez, c'est peut-être un autre événement d'un jour et demi, peut-être quelque chose de plus long. Et le client attend du conseil. Il attend du conseil sur la partie communication. C'est vraiment ce qui change et c'est ce qui va donner la valeur ajoutée aux agences. C'est-à-dire qu'il va vous donner clairement les messages qu'il souhaite faire passer lors de cette opération et vous allez adapter le voyage à ces messages. C'est-à-dire qu'en effet, sa demande initiale, ça peut être telle destination pendant tant de jours et vous allez pouvoir dire en fonction de ce qu'il vous a demandé, ben non, ça c'est peut-être pas la bonne solution, il faudrait plutôt faire ça. C'est ça. Exactement. Bon, là, je donne un exemple un peu idéal de ce qu'on aimerait tous faire auprès de nos clients. C'est dans l'idéal, bien sûr. Il y a certains clients qui ont dit, bah oui, il faut faire des 3 jours de nuit. Mais voilà, l'idéal, effectivement, en tout cas, c'est d'apporter cette notion de conseil parce que, bah, pareil, on a vu tout à l'heure avec Gérard, il y a la crise. Le client, c'est pareil, il doit maintenant, il ne fait plus un voyage avant avec les rajouts budgétaires qu'on pouvait, ceux qui ont connu cette grande époque, où on emmenait 800 personnes à Bali et où à la future finale, on disait c'est peut-être pas encore assez cher parce qu'il faudrait que je dépense tout. Ça, je pense qu'il n'y en a plus un seul aujourd'hui qui entend ce genre de discours. Et c'est plutôt le discours inverse, c'est-à-dire je veux un retour sur investissement. Et encore une fois, je pense que là-dessus, par rapport, alors là ça fait partie d'une autre étude d'ailleurs dont on a eu un écho pendant les universités d'été de l'ANAE, qui était l'étude Lamlight, où on s'aperçoit que pour les entreprises, la communication événementielle et par le voyage prend de plus en plus une part importante dans sa communication globale. Tout à l'heure, vous parliez de communication globale. On en est encore qu'une toute petite partie de la communication d'un grand groupe comme Total. Je ne veux pas dire on fait la communication globale. Mais par contre, on en prend une part de plus en plus importante. Et c'est pour ça, je pense aussi que ça explique quelque part les résultats qu'on voyait tout à l'heure, qui pouvaient être un petit peu en décalage entre l'inquiétude par rapport à la crise économique qu'on traverse et à ses conséquences, et en même temps le moral aujourd'hui des patrons d'agence, c'est de se dire en crise, et encore plus encore une fois en communication, c'est là où on les a éduqués, c'est là où les patrons se sont rendus compte qu'en période de crise, c'est là où il faut communiquer le plus. Alors effectivement, on veut communiquer, on veut que ça soit ostentatoire, on a toujours un parallèle ou une barrière qui est mise. Mais en tout cas, je crois qu'ils ont vraiment compris que la communication, que ce soit pour l'interne ou pour l'externe, c'était en période de crise, il ne fallait surtout pas le lâcher. Et comme on prend une part de plus en plus importante dans leur communication globale, et peut-être que les arbitrages aujourd'hui sont faits un peu plus sur les autres médias que sur le vôtre. Bon, c'est une explication. Alors, vous nous parliez de valeur ajoutée, de conseils. Est-ce que ça a créé de nouvelles fonctions au sein des agences? Est-ce que, en termes de formation de votre personnel, forcément, ça modifie les choses? Est-ce qu'il y a de nouvelles fonctions qui sont apparues ou pas? Alors, de nouvelles fonctions, alors c'est vrai qu'on parle beaucoup, je pense que toutes les agences aujourd'hui sont confrontées avec cette créativité, innovation qui est demandée par tous les clients. Donc sur ces postes-là, effectivement, il y a eu pas mal de postes de créés, mais qui ont aussi un rapport avec la digitalisation. Vous avez le nom m'échappe, mais des personnes qui s'occupent maintenant de veiller au site internet et planner stratégie, planner, voilà. Les directeurs de création sont montés en puissance dans les agences, c'est-à-dire que là où il y avait encore, que dans les grosses agences où il y a quelques années on avait des directeurs de créa, aujourd'hui au sein de l'année, je crois que par rapport même aux moyennes structures, il y a des directeurs de créa parce qu'on s'est rendu compte qu'effectivement le client attend du conseil, il attend de la créativité.
Et voilà, donc il faut faire en sorte, et effectivement, vous parliez là, je pense que le métier c'est en même temps très professionnalisé. L'ANAE y a aussi concouru avec toutes les formations qui sont maintenant disponibles en école, et il y a pas mal de modules de formation pour l'événementiel. Donc, tout ça c'est vraiment professionnalisé, et je pense qu'aujourd'hui on a au sein des équipes des agences beaucoup plus de valeur ajoutée pour le client qu'on pouvait en avoir il y a encore quelques années. Oui, parce que vous parliez de digitalisation de l'événement, c'est vrai que j'imagine que les entreprises, à un moment donné, ont envie, après l'événement, peut-être de continuer à faire vivre cet événement sur les réseaux sociaux, par exemple. Donc, vous devez avoir, vous en interne, forcément, des personnels qui, un peu spécialisés sur ces réseaux sociaux aussi, non? Alors, on a aussi surtout beaucoup de prestataires. Ouais. On ne peut pas non plus intégrer tout. Donc alors, quand vous parlez de digitalisation de l'événement, attention, nous, c'est un peu notre gros ennemi. Nous, on organise du concret. J'allais dire, on a un gros avantage qu'il ne faut pas qu'on perde. Nous, on utilise plutôt la digitalisation comme des outils pour prolonger. Mais si vous voulez, il faut qu'on soit vraiment conscient aujourd'hui que la grande force qu'on a tous, c'est qu'on est le seul moyen de communication en face-to-face. Il n'y a aucun autre moyen de communication aujourd'hui qui peut se targuer de pouvoir dire, moi voilà, j'emmène 100, 10 000 personnes. Moi, les 10 000 personnes que j'emmène, j'ai des noms, j'ai leur date de naissance, j'ai leur badge, j'ai tout. J'ai ce qu'ils font, je sais comment les contacter derrière. C'est le seul, et ce qui amène à dire que également la communication par le voyage ou l'événement est aujourd'hui certainement une des communications qui a les outils de mesure les plus précis. Oui, alors, les outils de mesure ou de suivi, alors là je vous vois tout de suite, je ne demandais pas de rentrer dans la technique. Oui, puisque vous parlez de retour sur investissement, donc évidemment si on veut mesurer un retour sur investissement, il faut les outils adéquats. Est-ce qu'aujourd'hui ces outils existent vraiment pour mesurer l'effet de l'événement? C'est là qu'on revient également avec tous ces outils de digitalisation qui nous permettent d'avoir des suivis, qui nous permettent d'avoir des retours, de savoir le perçu du client avant, pendant l'événement et après l'événement, d'y revenir, de faire perdurer cette communication justement sur 8, 10 mois, 1 an, nous permet d'avoir des retours par des... Alors après, il y a certainement des agences qui ont des outils très très développés. Là, moi, je vous parle plus effectivement par rapport à la communication interne, par rapport à des outils d'ambiance, de voir comment ça change, on arrive à bouger les lignes avec un événement ou avec une communication sur un événement. François Perruche, quand on dit donner du sens à l'événement, est-ce que ça va jusqu'à qu'aujourd'hui les entreprises s'emparent vraiment du sujet de la responsabilité vis-à-vis de la société, responsabilité vis-à-vis des destinations, et on en parlera dans la conférence suivante. Est-ce que ces thématiques-là, responsabilité sociétale, est-ce que ces thématiques-là sont en train petit à petit d'être pris à bras-le-corps par ces événements ou pas? Je pense que oui, d'une manière générale, elles sont dans l'air du temps. Oui. L'éco-responsabilité, la responsabilité sociétale, l'implication dans des projets de développement, enfin tout ce qui peut valoriser l'image de l'entreprise est pris en considération. On l'a vu dans la conférence précédente, il semblerait qu'entre 2010 et 2011, le souci des actions de la demande en matière d'éco-responsabilité soit stagnant. Je ne sais pas jusqu'à quand ça va durer, c'est probablement une question de budget, de temps de crise, donc on fait un petit peu plus attention. Mais je voudrais revenir sur ce que disait Olivier tout à l'heure à propos du retour sur investissement. Il est très attendu, surtout en matière de communication interne, c'est-à-dire évidemment l'entreprise veut mesurer le résultat de son voyage, de son événement auprès de ses populations internes. Elle est beaucoup plus discrète en matière de communication externe. C'est-à-dire que la crise également est passée par là, et nous, par exemple, nous avons 4 à 8 pages de rubriques sur que font les entreprises, que font les agences. Autant les agences sont prêtes à communiquer, autant les entreprises préfèrent ne pas se mettre en avant, dire qu'elles vont dépenser tel ou tel budget pour des opérations qui paraissent parfois sanctuaires, qui ne le sont pas forcément, mais qui donnent une image de dépenses un peu inutile, quand dans le même temps elles vont être licenciées, délocalisées, ou que sais-je encore.
justement, pour poursuivre sur ce que dit François Perruche, est-ce que cette volonté de donner du sens, finalement, je me fais volontairement l'avocat du diable, mais est-ce que c'est pas une façon d'emballer autrement le voyage? C'est vrai qu'on le disait il y a quelques années, le voyage était très festif, il y avait des dépenses somptuaires, c'était vraiment un gros événement qui coûtait cher. Est-ce que donner du sens, donner du contenu, c'est pas un nouvel emballage pour dire qu'on fait toujours la même chose, mais on lui donne juste un packaging différent? Donc, sincèrement, je pense pas. Je pense que c'est vraiment juste une évolution assez naturelle du marché. Encore une fois, voilà, je pense qu'on l'a tous fait, emballé dans un joli paquet et ça n'avait pas forcément beaucoup de sens. On l'a fait aussi il y a quelques années. Et je crois que voilà, il y a quelques années, on s'en occupait même pas, on s'occupait pas des paquets cadeaux. Il y a un moment, on s'en occupait. Et là, on est vraiment aujourd'hui dans une vraie quête de sens. Et je pense que là, c'est vraiment le client qui nous a poussé à ça, parce que jusqu'à maintenant, le client, c'est pareil, il avait, j'allais dire, les budgets voyage, communication, c'était des budgets quasiment un peu comme un comité d'entreprise. On votait ça en début d'année, on avait ça à dépenser. Donc, je ne sais pas forcément. Là, aujourd'hui, un voyage, je ne fais pas décider en début d'année. C'est si j'ai un objectif, si j'ai quelque chose à faire passer, ça peut être de la motivation. On n'est pas toujours dans des messages subliminaux. Ça peut être j'ai vraiment envie de motiver. Mais derrière, on ne motive pas n'importe comment. On les emmène pas juste là-bas parce que c'est plus goyeux. On sait qu'ils vont pouvoir se péter la gueule tous les soirs jusqu'à 4h du mat sans être emmerdé. Non, si on se pète la gueule, on change de sens. Vous parlez de valeur ajoutée, on reste sur cette thématique. Est-ce que, comment vous imaginez justement que cette valeur ajoutée va évoluer? Est-ce qu'il y a à court ou moyen terme des nouveaux services que l'agence va être amenée à offrir à l'entreprise pour justement justifier cette valeur ajoutée et pour aller dans le sens de cette quête de sens de l'événement? Est-ce qu'il y a des choses qu'on va voir apparaître d'ici quelques années pour renforcer cette valeur ajoutée? Difficile, ouais, à dire. Difficile, ouais. Je sais pas, comme je disais tout à l'heure, je crois que ce qui va être de plus en plus prégnant, c'est en tout cas la partie conseil. Ouais. C'est-à-dire ce qui va apparaître, ça va être, je pense, dans les agences, peut-être pour certaines, de remodeler un petit peu par rapport au personnel qui est encore dans certaines agences. Alors là, on va revenir vraiment sur le côté touriste d'affaires, donc dans des agences vraiment purement touristes d'affaires. Il y a peut-être encore du personnel qui est très technique, mais qui ne va peut-être pas avoir assez le côté conseiller qui va être, à mon avis, l'attente grandissante chez le client, l'attente des 10-20 prochaines années, c'est ça, c'est le conseil. Je veux plus juste recevoir une agence de voyage qui est quand même magnifique pour bien le monde, de tous les hôtels. J'ai quelqu'un qui me conseille sur la façon de communiquer. Donc, je pense que ça va être maintenant je pense qu'on va tous voir les outils se multiplier. Là-dessus, la digitalisation va certainement apporter son lot de nouveautés dans les prochaines années. Alors on est très dans le participatif, dans tout ce qu'on fait. Donc le participatif, donc on connaît tous les agences sur la partie convention. On essaie d'avoir un échange de plus en plus rythmé et soutenu entre le public et les orateurs. Et maintenant, le participatif, ça le dépasse. On est vraiment dans le participatif de communication, c'est-à-dire avoir du participatif en amont de l'événement, c'est-à-dire les impliquer en amont. Et puis derrière, de continuer à les impliquer sur la thématique qui leur a été donnée. Donc je pense que c'est vraiment ça, c'est le participatif, on partage. C'est une grande tendance, je pense, et une grande vertu de la crise de 2008, et je pense que celle d'aujourd'hui l'accentue encore. C'est que je crois que les entreprises ont compris quelque chose, c'est que leur plus grande valeur, et là j'invente rien, il y a beaucoup de pubs d'ailleurs qu'on se fait ça en ce moment, la plus grande valeur d'une entreprise, c'est son capital humain. Et son capital humain, ça va être ses meilleurs ambassadeurs. Si on a installé une bonne ambiance, on fait tous partie de l'entreprise, on sait comment ça se passe. Si on est emmené vers ses dirigeants, vers là où il veut aller, qu'il sait nous convaincre, on y va beaucoup plus facilement que s'il nous montre la direction et que nous, on est persuadé que c'est dans le sens qu'il faut y aller. Donc là, je pense que ce côté capital humain va faire que nos agences vont avoir de plus en plus à
à faire des voyages intelligents, à faire des événements intelligents qui fassent que ce capital humain soit valorisé. François Perruche, vous suivez le secteur depuis très longtemps, je le disais. On voit donc qu'on commence vraiment à privilégier l'efficacité. Est-ce que privilégier l'efficacité ne s'est pas fait au détriment de la notion un peu de rêve du voyage? Est-ce que le voyage n'a pas perdu en tant qu'événement cette notion un peu de rêve? Non, je ne pense pas. Le voyage reste le rêve, par exemple. Aujourd'hui, on a assisté quand même aussi ces dernières années, avec les restrictions budgétaires, à des décisions, par exemple, de destination qui n'étaient que soumises à des contraintes budgétaires. C'est-à-dire, en réalité, on faisait un voyage, il fallait qu'il coûte entre 1500 et 2000 euros par personne, qu'importe la destination, ou presque. Donc là, le rêve, c'est comme il est. Bon, c'est un peu le voyage surprise, on est bien d'accord, mais alors après, c'est ce que l'on met dedans. Avec la crise, par exemple, il est évident, nous on l'a constaté dans le magazine, en interrogeant les uns et les autres, beaucoup d'opérations se sont redéployées vers l'Europe, voire vers la France aussi. Il était évident de comparer aux pays du Maghreb, du Machrek, les prix ne sont pas les mêmes. Les contraintes ne sont pas les mêmes. Bon, la sécurité est augmentée, encore que. Mais comment, c'est un peu la quadrature du cercle, hein, comment résoudre la nouvelle donne avec des budgets qui sont plutôt en restriction et puis des destinations dont les tarifs sont plus élevés. Alors là, je ne sais pas comment les agences préconisent à leurs clients de réaliser cette quadrature du cercle. Non, en tout cas, c'est vrai que c'est important parce qu'il faut bien réaliser que la crise économique a touché tous les secteurs, on en est tous conscients, et être bien conscient que le secteur du tourisme d'affaires, lui, il a un double impact. Il a un impact avec les révolutions arabes, avec les bouleversements géopolitiques qu'il y a eu, avec les catastrophes naturelles. Donc il a d'abord un impact sur sa production, il ne peut plus produire aux mêmes endroits qu'il produisait avant. Et puis derrière, avec la crise économique, la crise de l'achat, il a un impact sur sa façon et ses moyens de vendre. Donc le tourisme d'affaires, lui, il subit un double impact de la crise. Donc je pense qu'il a toujours montré par le passé, parce que ce n'est pas la première crise, il est toujours un peu plus impacté le tourisme d'affaires par tous ces bouleversements. Il a déjà montré par le passé sa capacité à s'adapter, parce que tout ce dont on vient de parler, on vient de voir que finalement c'est une lente évolution. On a toujours généralement à peu près bien compris ce qu'attendaient nos clients, donc je pense que pour toutes les agences de tourisme d'affaires qui vont vouloir rester dans l'immobilisme, là, à mon avis, il n'y a pas d'avenir. Et puis tous ceux qui veulent suivre le mouvement, comme ça s'est toujours fait, il y a un avenir, à mon avis, qui est au niveau de la communication bien là et bien réel. Olivier Renaud, on est sur un salon du tourisme aujourd'hui. Est-ce que votre volonté justement d'aller vers plus de valeur ajoutée, vers plus de sens, est-ce qu'elle n'est pas contrainte justement par l'arrivée de certains tours opérateurs dans le domaine de l'événement? On voit certains tours opérateurs qui commencent à proposer leurs services à des entreprises pour organiser leurs événements, qui dans leur club de vacances, qui dans des hôtels préférentiels, etc. Et voilà, est-ce que ce n'est pas pour vous aussi une façon de vous démarquer par rapport à ces opérateurs-là? Oui, mais ça a toujours été le cas. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est un petit peu comme la différence qu'il peut y avoir entre le prêt-à-porter et la haute couture, sans vouloir non plus jeter les fleurs. Mais c'est vrai qu'on fait toutes les agences MAE, tous les confrères font du sur-mesure. On a un client, on a une problématique, on fait du sur-mesure. Maintenant, effectivement, les tours opérateurs ont un catalogue de plus en plus complet, des solutions de plus en plus variées, qui peuvent répondre à des solutions, mais on n'est pas du tout dans la même notion de conseil qu'on peut l'être. On est beaucoup plus là avec les tours opérateurs sur la partie tourisme que sur la partie communication. Là, le tourisme d'affaires, c'est vraiment devenu un acte de communication personnalité. Ce qui, quand vous interrogez un tour opérateur, c'est pas pour un acte de communication, mais ce qu'ils font, ils le font très bien. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle pour nos intervenants sur cette problématique du voyage qui devient événement? N'hésitez pas.
Questions, pas de questions? Non? Messieurs, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Est-ce qu'il y aura un élément qu'on aurait oublié pendant cet entretien? Moi, je pense qu'il faut, indépendamment, quand il y a retour sur investissement, il y a surtout pour l'entreprise aujourd'hui qui cherche à se distinguer de ses concurrents, le souci de créer une image qui n'est plus une image de marque, mais morale. C'est-à-dire qu'elle va chercher des conseils auprès des agences pour capitaliser sur certaines valeurs morales qui sont un peu à la mode, il est vrai, mais qui en même temps permettent de fédérer les troupes de l'entreprise et de faire adhérer à un projet global. Et que ça, évidemment, en termes de retour sur investissement, c'est difficile à mesurer, mais que ça devient assez important. Pour en revenir au sujet précédent concernant l'application des tours opérateurs, je trouve, pour ma part, peut-être que je me trompe, Olivier le dira, qu'il y a plutôt une régression les départements initiatives des tours opérateurs comme il y a eu FRAM ou Nouvelle Frontière Initiative, je les trouve moins actifs qu'ils n'étaient auparavant. C'est pas une concurrence agressive. Non, je pense qu'ils sont recentrés sur leur métier de base. C'est un autre marché, c'est pas une concurrence, c'est un autre marché. Ça peut être une concurrence à la marge. À la marge, d'accord. Bon, bah écoutez messieurs, un grand merci pour votre participation. Merci beaucoup, l'exercice est jamais facile. Oui, on peut les applaudir. Merci beaucoup.